Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du podcast de Nicolas Sylvie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pedro da Fonseca, qui est expert en reprise d'entreprise. Alors, Pedro, comme la tradition de ce podcast, c'est toujours de te laisser la parole. Est-ce que tu veux bien m'expliquer, et aux personnes qui nous écoutent, qui tu es, d'où tu viens et comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Ok, super. Bah, écoute, merci Nico déjà de m'avoir invité. Bah, écoute, moi, je suis repreneur d'entreprise depuis 2013. Euh, et avant 2013, j'étais coach sportif. Donc, après avoir été coach sportif, j'ai fait ma première acquisition d'entreprise qui était une salle de sport. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai repris plusieurs entreprises. J'ai aussi créé un gros patrimoine immobilier grâce au rachat d'entreprises. J'ai une stratégie qui est assez simple en fait depuis 2013, depuis que j'ai arrêté d'être coach sportif. C'est je reprends une entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Ça me Ouais. permet ensuite de racheter, en faisant un effet de levier, de racheter les locaux de l'entreprise. Et ensuite, je revends l'entreprise avec une plus-value et ça me permet de conserver les loyers avec les locaux et ça me permet de créer un patrimoine aujourd'hui de plusieurs millions d'euros en immobilier. Voilà globalement, si je te pose le décor. D'accord. Alors, ça laisse beaucoup de questions. J'imagine que les gens se posent. On va y revenir. Pourquoi la reprise d'entreprise? Pourquoi sans apport, etc. Comment c'est possible? Mais avant tout, j'ai envie de te poser des questions plus fondamentales. Pourquoi la reprise d'entreprise? Aujourd'hui, est-ce que c'est pour toi juste un levier d'enrichissement? Euh, est-ce que c'est parce que pour toi, l'immobilier aujourd'hui, c'est saturé? Pourquoi, pourquoi pas simplement faire d'immobilier? Moi, je suis salarié, par exemple, et je veux faire d'immobilier comme investissement. Pourquoi je devrais me lancer dans la reprise d'entreprise? Ça a l'air beaucoup plus compliqué comme ça. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que donc, ma stratégie, comme tu le dis, hein, c'est vraiment de reprendre l'entreprise, mais en fait, la reprise d'entreprise n'est qu'un véhicule pour aller investir dans l'immobilier. Et la question, c'était surtout pourquoi ne pas créer une entreprise et pourquoi plutôt les reprendre. Et pour répondre à cette question-là, pourquoi vaut mieux reprendre que créer? La création d'entreprise, tu le sais aussi bien que moi, c'est la vallée de la mort, on part de rien, on peut, au Un bout de palier deux, de la mort. Ouais. commencer, au bout de 2, 3 ans, peut-être que ça marchera, mais il y a très peu de chances que ça fonctionne. Alors que quand Hmm. on reprend une entreprise, je parle saine et pas en difficulté, bah déjà, c'est beaucoup plus simple. On reprend une activité qui fonctionne, il y a du chiffre d'affaires, il y a des équipes qui sont en place, il y a des bénéfices, elle existe depuis plusieurs années. Donc, du coup, on récupère un business qui tourne déjà et surtout qui nous permet, derrière, une fois qu'on l'a repris, de créer du patrimoine grâce à ça. Donc, c'est le véhicule, la rachat d'entreprise, qui va nous permettre d'être plus costaud face aux banques pour pouvoir aller chercher de la dette et investir dans l'immobilier. Donc, voilà. D'accord. Donc, en fait, ton but, c'est d'abord de racheter l'entreprise plutôt que de... Donc, ta question, c'est... euh, Bah, ok, je comprends bien pourquoi on prend une entreprise plutôt que de faire de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, en gros, tu te tapes pas cette vallée de la mort de 5 ans, comme tu dis, où en fait tu pars de zéro, tu travailles beaucoup, tu sais pas si tu vas réussir. Parfois tu réussis pas, souvent tu réussis pas, tu es stressé, c'est des hauts et des bas. Alors là, tu arrives dans un truc qui est déjà construit. Ouais. Et tu Mais sais, je peux même apporter une précision, c'est qu'en faisant ça, c'est l'idée d'être un visionnaire. C'est-à-dire que pendant l'arrivée vers l'or, ceux qui sont enrichis, encore une fois, ce n'est pas ceux qui cherchaient l'or, qui creusaient, mais mm, plutôt ceux mm, qui vendaient la pelle et la pioche. Et mm. aujourd'hui, si tu crées une entreprise, c'est comme si tu fournissais la pelle et la pioche, mais que tu allais creuser aussi. Alors que quand tu reprends l'entreprise, l'idée, c'est de ne pas ensuite aller travailler dans l'entreprise. En tout cas, comment je l'aborde en tout cas. L'idée, c'est de fournir la pelle et la pioche et de laisser les autres creuser pour vous. Et c'est Ouais. comme ça, finalement, qu'on s'enrichit, qu'on récupère. C'est l'histoire du 80-20, la loi de Pareto. L'idée, c'est de faire 20% de nos efforts qui rapporteront 80% des résultats. Ouais. Alors, en règle générale, si on crée, on fait 80% des efforts qui rapportent que 20% des résultats. Et même si on est salarié, hein, c'est pareil. D'accord, mais pourquoi quelqu'un, enfin, me donnerait sa boîte qui crache du cash et qui est positif et qui tu t'as dit saine avec une équipe, avec des bénéfices et qui tourne déjà. Bon, on va pas.
ça coûte cher, ça. Donc, j'ai pas, moi, à titre personnel, forcément, les moyens de faire une acquisition de cette taille-là. Très bonne question. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en France, près de 30 000 entreprises chaque année déposent le bilan. Alors, c'est pas parce qu'elles font faillite, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de repreneur. Donc, il y a plein de boîtes qui sont en vente, mais qui ne se vendent pas. Et 30 notamment, 000. Et c'est toutes celles-là, c'est celles qui sont faute de repreneur ou ça, c'est toutes celles qui déposent le bilan, dont non, une partie? faute de repreneur. Et Il y a 30 000 boîtes faute de repreneur par année ouais, 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 ouais. qui partent à la poussière. C'est pas des dépôts de bilan, hein. C'est pas des faillites, quoi. C'est pas du redressement judiciaire. Et il est dit que dans les 10 prochaines années, entre 500 000 et 800 000 entreprises vont être accédées. Donc, par contre, dans les 30 000 entreprises, pour répondre à ta question, il va aussi y avoir des entreprises, des micro-entreprises. Oui, Donc, ok. toutes les boîtes ne sont pas reprenables, mais une partie d'entre elles sont reprenables. Tu saurais estimer sur les 500 et 800 000 combien elles sont à plus d'un million, entre 1 million et 5 millions de chiffre d'affaires, donc reprenables par nous. C'est à peu Ouais, près les chiffres. non, ça, Ouais, je tu peux les as pas te pas. dire. Ça, je peux pas te dire, mais en tout cas, on en a besoin que d'une seule pour changer de vie. Donc, quand même ce qu'il faut. Et avec tout ce qui est en plus papy boomer et crise post-Covid, c'est vraiment aujourd'hui un Eldorado tel que l'était l'immobilier il y a 20 ans. Donc, Ok. Bernard Tapie le faisait déjà à l'époque, ça existe depuis la nuit des temps, le rachat d'entreprise, Ouais. tout est comme ça, mais aujourd'hui, on est encore plus dans l'ère de l'entrepreneuriat, notamment avec tout ce qui se passe maintenant sur les réseaux sociaux, enfin, sur le net, les formations qui sont. On est dans l'ère de l'information, donc maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'accéder à des choses comme ça qui, avant, à moins d'avoir fait HEC, personne ne reprenait d'entreprise ou très peu de personnes. Maintenant, on peut le faire même Hmm. sans avoir fait d'études là-dedans. Ouais, c'est vrai que ça. Alors, il y a tout un. Il y a eu un boom depuis, je ne saurais pas le dire exactement, peut-être 5 ans, de formation, comment faire de l'immobilier à titre personnel, soit pour faire du patrimoine, soit pour avoir du cash flow positif, sortir de la rat race. Enfin, on entend de toutes les couleurs, toujours peut-être avec plus ou moins de scepticisme, mais moi, j'ai comme l'impression que ça paraît le truc où tu vas te. Alors, il y a des gens que je connais hein, qui réussissent très bien là-dedans, mais ça a l'air d'être vraiment un chemin de croix. Tu vas te faire chier 6 mois, un an pour reprendre un immeuble ou enfin un appart qui va te rapporter au final 200 balles par mois, quoi. Donc, voilà, la transpiration. Alors qu'avec l'entreprise, j'ai l'impression que pour le même effort, tu vas peut-être en avoir pour 6 mois pour reprendre l'entreprise, mais ça va être des cash flows beaucoup plus importants. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, tu fais une bonne parallèle parce que franchement, moi qui investis dans l'immobilier, dans le rachat d'entreprise, si pour trouver un bien immobilier ou une entreprise, ça va être à peu près la même durée. Et tu dirais Mais combien? Et là, j'ai dit 6 mois, mais est-ce que c'est à peu près la. la moyenne, c'est 12 mois, mais il y en a qui reprennent en 5 mois, 7 mois, ça c'est vraiment en fonction des personnes. D'accord, donc quand même 12 mois en moyenne. Ok, donc faut Mais quand même être prêt à avoir cette vision de long terme, quoi. c'est pas très long terme. En tout cas, moins que ça, c'est sûr que tu ne peux pas trop t'enrichir dans la vie. Mais en tout cas, le gros avantage du rachat d'entreprise, c'est que c'est Hmm. une pierre deux coups. Tu trouves D'accord. l'entreprise et en règle générale, souvent, en tout cas les entreprises que je parle, souvent le cédant est aussi propriétaire des locaux. Donc du coup, tu reprends l'entreprise et derrière, ça te permet de racheter les locaux de l'entreprise aussi. Donc du Hmm. coup, tu fais un rachat d'entreprise et dans la même recherche, en fait, tu tombes sur un bien immobilier. Donc c'est le gros avantage. Plutôt que faire chercher de l'immobilier d'un côté et une entreprise de l'autre, là, c'est une pierre de coups. Et là, c'est un gros avantage. Et D'accord. surtout, que tu comprennes bien, excuse-moi, je te coupe là-dessus, Ouais, mais vas-y. qui est aussi important aussi, beaucoup de personnes que j'accompagne dans le rachat d'entreprise, ce sont des personnes qui sont investisseurs immobiliers, qui ont déjà beaucoup investi dans l'immobilier. Alors pas que, Hmm. mais souvent, beaucoup investi dans l'immobilier et qui aujourd'hui qui n'ont donc plus d'apport parce qu'ils ont trop investi dans l'immobilier et D'accord. surtout, ils n'ont plus de capacité d'endettement. Donc, ils sont bloqués par les banques. Et ensuite, ils me disent, OK, et maintenant, moi, je veux continuer à investir, mais je suis bloqué. Comment on fait? C'est là qu'intervient le rachat d'entreprise. On peut investir sans avoir d'apport, sans mise de départ. Si on en a, tant mieux, mais si on n'en a pas, c'est faisable. Et contrairement à l'immobilier, c'est pas parce qu'on a un taux d'endettement, on est trop endetté parce qu'on a déjà plein de crédits. Ça n'a absolument rien à voir pour le rachat d'entreprise. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus Ouais, les deux points? Donc, pourquoi, commençons par l'endettement. Pourquoi ça n'a rien à voir, cette capacité d'endettement? Imaginons justement, moi j'ai déjà deux, trois biens
IMO, j'investis, je suis au max. Et en plus, j'ai pas fait un truc cash flow positif comme il fallait. Je me suis endetté, enfin, ça m'enlève du cash flow personnel. Donc là, je vis vraiment pour mes investissements immobiliers quelque part. Alors certes, c'est bien, j'ai construit du patrimoine pour quand je prendrai ma retraite, mais d'ici là, j'ai limité un peu mon épargne personnelle. Du coup, bien qu'est-ce que je sûr. fais? Pourquoi Ouais. c'est pas la même chose? Ouais. Donc, là, regarde, déjà pour l'immobilier, si tu veux acheter un bien en immobilier, quel qu'il soit, que ce soit pour un bien à 100 000 ou 1 million, peu importe, la banque va forcément te demander d'être caution et va surtout regarder tes revenus et ton taux d'endettement. Et si tu es capable de pouvoir le rembourser si demain bah, le locataire ne paye pas. Ce qui est normal. Donc, si tu es déjà trop endetté à côté, à part du principe que tu pourras jamais le rembourser. Maintenant, tu prends le même exemple. Tu le mets sur le rachat d'entreprise. La personne, qu'elle gagne 10 000 euros, 1 000 euros, qu'elle soit au SMIC ou qu'elle ne travaille pas du tout, on ne va pas, s'il rachète l'entreprise, on va pas le taux d'endettement, il ne va pas être fait sur le salaire de la personne. Parce que dans la tête du banquier, par exemple, il va se dire que s'il rachète l'entreprise, c'est pour aller travailler dans l'entreprise. Donc, tu gagnes 10 000, 1000 ou 100 000 euros par mois, cette paye-là va s'annuler et tu vas travailler dans l'entreprise. Hmm. Eux, ils vont Donc, juste donc, tu vas simplement. être collaborateur de l'entreprise, donc ton salaire va découler de l'entreprise. Donc tu vas te payer. Voilà. Donc, la seule raison que la banque te finance, c'est si la boîte est saine et avec le crédit en plus pourrait s'autofinancer. Je fais court, mais globalement, c'est ça. Et donc, ça permet finalement que tu sois endetté ou pas, on ne va pas prendre ça en compte pour euh, racheter l'entreprise. la personne physique, Nicolas, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la personne morale, l'entreprise que tu rachètes, quoi. Ça, Et est-ce qu'elle existe depuis longtemps? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'elle est saine, la boîte? Toutes ces choses-là. Donc, et c'est le gros avantage. Et ensuite, d'accord. la Et, deuxième chose, pour... et de la deuxième point, c'est qu'on disait pas d'apport. c'est Parce que l'apport. là, on dit, là quand même, ça me paraît un peu incroyable. Pourquoi, enfin, à quel moment tu peux arriver et prendre une entreprise, mettons qu'elle fait 1 million de chiffre d'affaires, ce qui au final est pas énorme, mais c'est déjà un montant pour une personne Donc, physique. 1 million d'euros de chiffre d'affaires, peut-être que la boîte va se vendre 200 000 euros. Peut-être. Bon, Ok? un chiffre comme ça au hasard. Il y a plusieurs façons. La première façon, c'est de pouvoir faire déjà un crédit vendeur plutôt que faire un crédit banque. Le crédit vendeur, Ouais. ceux qui ne connaissent pas, bah, comme son nom l'indique, c'est un crédit, mais qui est fait au vendeur. C'est la même chose qu'un crédit bancaire, seulement c'est le vendeur qui accepte de te le faire ou pas. Gros avantage de ce dernier, qui existe depuis la nuit des temps, le crédit vendeur, hein, c'est que bah, on n'est pas caution. Donc déjà, si ça tournait au vinaigre, bah, on ne va pas venir vous chercher à titre personnel. Donc on pourrait faire un crédit vendeur à 100% avec le vendeur, donc sans avoir besoin de mettre d'apport. Et même si le vendeur veut de l'apport, on pourrait très bien lui dire, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, je vais me servir des capitaux propres. Imaginons que l'entreprise est vendue 400 000 euros Hmm. et dont 200 000 euros de trésorerie inclus. Et bah, peut-être qu'on pourrait très bien faire en apport donc 400 000 euros, elle se vendrait peut-être 10% d'apport qui sortirait des capitaux propres, c'est-à-dire de la trésorerie de l'entreprise qu'on achète, qu'on reprend. On prendrait les 40 000 euros, je schématise, hein, pour donner au vendeur et en crédit vendeur. Donc ça pourrait se faire comme ça. Et ça se fait parfois comme ça. Donc là, c'est une des possibilités. Maintenant, le rachat d'entreprise, si on a de l'apport, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, ma stratégie, c'est vraiment pour se dire, OK, ceux qui ont 200 000 euros d'apport sur leur compte, ça, c'est plus simple. Mais ceux qui n'ont pas d'apport ou très peu d'apport, comme le cas de figure que je t'expliquais avant, l'investisseur immobilier qui a Qui est tout coincé, quoi. réalisé, Il s'est coincé, il est déjà mis, il a placé toutes ses billes, quoi. Hmm. plus d'apport, plus de financement. Voilà. Et donc là, ça va être des stratégies comme celles que je viens de t'indiquer avec le crédit vendeur, mais il y en a encore d'autres. Mais Voilà, alors, c'est des. donc c'est le vendeur de la boîte qui va accepter de te faire le crédit en 5 7 ans, quoi, en gros. C'est ça. En fait, il y a pas de. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Souvent, c'est 5, 7 ans comme une Hmm. entreprise. Et donc, ça peut être échelonné tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les années. C'est de la négociation. Et Mais bien sûr, quel est son intérêt à lui de faire ça? Parce qu'on pourrait dire, il prend un risque, non? ouais. Et c'est là où intervient cette histoire des 30 000 entreprises qui ferment chaque année. Si demain, tu vas voir Nicolas Sylvie, je veux reprendre ta boîte, super, elle compte super bien, tu as 35 piges. Et voilà, bah, il y a de grandes chances que si en plus elle est super sexy ta boîte, encore l'énergie, bah, pas vraiment forcément envie de revendre. Si en plus il y a plein d'autres personnes qui sont intéressées, bah, du coup, ça va être difficile pour moi de pouvoir négocier
avec ces conditions. Donc, c'est là où l'importance de ce rachat d'entreprise, d'aller prendre des boîtes où les personnes partent en retraite, ou sont un peu en burn-out, ou les boîtes qui ne sont pas en difficulté, elles tournent. Mais c'est juste que le cédant n'a pas réussi à vraiment à vendre l'entreprise. Et plutôt que de fermer cette boîte-là, 30 000 entreprises ferment chaque année, plutôt que la fermer, parce que ça va lui coûter beaucoup d'argent de la fermer, il va être plus enclin à accepter des deals comme le crédit vendeur, par exemple. Hmm. Donc, le plus important, c'est le sourcing, c'est de trouver le vendeur négociable. C'est comme en immobilier en réalité, c'est pareil. Hmm. Donc le sourcing, c'est la base en fait. Mm, c'est ça. Donc faut pas se forcer. Et si je trouve une entreprise, par exemple, qui est un petit peu, comment dirais-je, en difficulté, faut pas la prendre. C'est ça? Moi, j'ai déjà fait dans le passé, mais aujourd'hui, je suis toujours dans le 80-20. L'idée, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Le problème, c'est que si tu reprends une entreprise en difficulté, c'est un peu comme si tu faisais une création d'entreprise. Ça revient à la veille de la mort. Tu repars en fait à D'accord. zéro. Soit il va Tu falloir repars, t'injecter de l'argent. tu repars en combat, quoi. C'est ça, en fait. Et le problème, c'est que du coup, il va falloir que tu ailles creuser avec l'équipe, quoi. C'est pas juste tu fournis l'appel à la pioche. En général, il faut quand même aller creuser, monter un peu tout ça. Alors que si tu reprends une entreprise qui est déjà saine, bah, tu reprends et tourne déjà. Tu fais monter quelqu'un en compétence, donc tu ne vas pas travailler dans l'entreprise. Tu récupères ça. Ça te permet d'aller voir les banques, de faire des effets de levier en allant chercher de la dette, en rachetant de l'immobilier et ainsi de suite. Et ensuite, on revend l'entreprise avec une plus-value. D'accord. C'est un Et peu de ça te l'achat. parle. Quoi? C'est un peu de l'achat-revente, comme de l'achat-revente en immobilier, mais là, c'est de l'achat-revente d'entreprise. D'accord. Et quand tu dis faire monter en compétence, ça paraît pas un petit peu trop beau? Pourquoi il te la revendrait le mec si tu comptes pas bosser dedans? Enfin, il y a un moment, il faut bien faire quelque chose, tu vois. Bah, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Après, lui, peu importe si je compte bosser dedans ou pas. Moi, ce que je veux, par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir une boîte qui est reprenable et qui n'est pas une coquille vide. Exemple, si c'est un menuisier, un menuisier ou un plombier, bah, vous avez tous connu le plombier. Plombier, souvent, il travaille seul. Super, il fait peut-être 300 000 chiffre d'affaires. Il vous vend sa boîte 5 000 euros. Vous pensez que c'est une bonne affaire. Vous lui achetez 5 000 euros. Le plombier s'en va, mais il n'y a personne pour faire tourner la boîte. Donc, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas travailler dedans, à l'intérieur. Donc là, c'est une coquille vide. Là, nous, ce qui nous intéresse, C'est un c'est indépendant, en d'avoir des fait. boîtes. Ouais, c'est un indépendant, mais même parfois, on peut avoir des structures qui ne sont pas indépendantes. Il y a plusieurs salariés, mais si on enlève le cédant actuel, la boîte s'écroule. Et l'idée, c'est de trouver des boîtes qui, en enlevant l'homme clé, en fait, que ce ne soit pas un homme clé, en fait. Si on enlève le cédant, qui est déjà une organisation en interne, qui fait que il suffit de faire augmenter, s'il y avait déjà un manager qui gérait quasiment tout, de refaire monter encore d'un petit cran, avec le salaire aussi qui va avec, et comme ça, il gère l'intégralité. Et souvent même, c'est après à cette même personne qu'on peut revendre l'entreprise une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec. Ouais, d'accord. Et c'est même parfois à cette même personne que tu peux la revendre dans le futur. C'est souvent l'idéal parce qu'en réalité, ça permet de. Encore une fois, ça dépend si tu veux garder longtemps l'entreprise ou pas. Mais quand je reprends l'entreprise, en tout cas maintenant, je préfère la garder le moins de temps possible. Je reprends l'entreprise, je fais monter en compétences, j'améliore ce qui est amélioré dans l'entreprise, c'est-à-dire je mets des process en place. L'idée, c'est de pouvoir vendre à un boulanger, une entreprise un hôtel, j'en sais rien. Tu vois, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir revendre l'entreprise à un enfant de 5 ans. Pour ça, il faut essayer de D'accord. mettre des choses, des process en place. C'est pas moi forcément qui vais les mettre en place. Je fais venir des prestataires qui mettent tout ça en place. Et une fois que c'est mis en place, c'est là que souvent, la personne qui gérait la boîte à votre place, bah, c'est plus simple pour lui, c'est plus simple de vendre à une boîte à quelqu'un qui la connaît, que vous avez quelque part formé. Et en plus, on peut même à lui proposer aussi du crédit vendeur. C'est une facilité aussi pour reprendre. Donc, Hmm. pendant ce temps-là, les autres ont créé des process pour moi. Moi, j'ai été voir les banques, j'ai été soulevé de la dette pour investir dans l'immobilier. Donc, presser le citron jusqu'à la peau. Et ensuite, j'ai réussi à augmenter la valorisation avec les process. Et je revends la patate chaude. Et voilà. Et comme ça, on ne se lasse pas parce qu'on est tous pareils, toujours au bout de 2, 3, 4, 5 ans, je dirais même entre 5 et 8 ans, souvent, on arrive à une lassitude dans un business et c'est pour pas Hmm. arriver à cette lassitude-là. Ça permet de toujours être dans le cœur de l'action,
dans ce qui nous fait kiffer réellement. Je Moi, sais je pas si n'avais t'as- pas vu ça de ce point de vue-là. Effectivement, on peut avoir au bout d'un moment le côté lassitude d'un business. Effectivement, même si on l'a aimé, on peut se dire, bon, on a envie d'autre chose, quoi. C'est un cycle qui se ouais. referme. Ça, je pense qu'il n'y a personne au monde qui peut me dire qu'il ne rentre pas dans ce cas de figure-là. Dans les cinq, au bout de entre la cinquième et huitième année, quand tu es dans un business, quand tu es dans un domaine, tu as fait le tour, tu as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois le tour du cadran, et à un moment donné, tu as besoin de nouveaux challenges. C'est humain, on est des êtres humains, c'est comme ça. Hmm. Et donc, pour être toujours en haut, l'idée, c'est ensuite, c'est on revend, ou alors on trouve un autre challenge, ou alors on prend une deuxième boîte qui va avec la première, et du coup, ça permet de repartir. Et en fait, on est toujours en haut. Sinon, bah, en fait, hop, ça redescend. Et après, c'est pas bon quand ça redescend. Hmm. Faut garder cette excitation de la nouveauté. Ouais. Il faut nourrir la matière grise. On a besoin, on est comme ça, on a besoin les êtres humains, ils sont comme ça. Et je suis pas différent de toi, et les autres sont pas différents de nous, on est tous pareils. Hmm. Et c'est humain. Et c'est pas parce que, C'est bien ou moins bien, quoi. C'est juste que ouais, c'est. on peut pas dire, ouais, mais je me lasse tout le temps, c'est pas bien. Non, mais c'est normal, c'est parce qu'on est curieux. Plus on est curieux, en réalité, plus on est vif et plus on se lasse vite. Donc celui qui te dit, ouais, mais tu changes toujours d'avis, tu es toujours en train de... Ben, en fait, c'est pas non plus une mauvaise chose. C'est juste qu'il faut quand même le cadrer, ce truc-là. Mais c'est juste qu'on est tellement curieux qu'on a besoin, à un moment donné, ben, quand on a fait le tour, on n'a plus rien à manger. On a de la curiosité, mais elle est Il n'est plus nourri, ouais. insatiable, quoi. C'est clair. Ok. Intéressant tout ça. Et donc, on en était à sans apport, sans crédit. Donc, c'est, comme tu me disais, c'était quelqu'un, ça va être par rapport à la personne qui va être un prospect, une personne qui va avoir ce type de profil-là, un cédant qui part à la retraite ou alors qui est en burn-out. Ok. Et comment on fait cette recherche? Parce que ça paraît un peu. Alors, je sais que tu rentres plus en détail dans tes formations, dans tes livres, mais ça paraît un peu une boîte noire, non? Quand on se dit, ok, bah, tu m'as dit que tout est dans la recherche, comment tu as appelé ça, Le sourcing. le sourcing. Comment tu sources une entreprise? Ouais, Tu pars d'où? déjà, comme tu l'as dit, déjà, c'est vrai que même Ouais. dans mon livre, là, reprise entreprise et effet de levier, que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur mon site internet, tout ça, vous pourrez le lire. Il y aura pas mal de pépites dedans, mais d'une manière générale, c'est un peu comme l'immobilier. C'est-à-dire Mm. qu'il y a des sites spécialisés pour trouver les entreprises, il y a le bouche à oreille, il y a le off-market, il y a beaucoup de façons de faire au même titre que l'immobilier. Il faut mettre des routines en place. C'est vraiment le même process comme le Bon Coin, mais là, c'est pas même sur le Bon Coin, on peut avoir des entreprises. Donc, c'est vraiment un peu partout. Et il faut semer dans plusieurs endroits pour en récolter des fruits. Mais aujourd'hui, on a comme une chance en rachat d'entreprise qui ne va pas toujours être comme ça. C'est contrairement à l'immobilier, pour le sourcing, en tout cas, je parle, il y a trop de concurrents aujourd'hui dans l'immobilier. C'est-à-dire il y a tellement de personnes formées en immobilier maintenant qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Donc, du coup, la perle rare est beaucoup plus difficile à trouver. Dans le rachat d'entreprise, aujourd'hui, c'est encore l'inverse. Il y a encore il y a tellement d'entreprises et pas encore de réels repreneurs d'entreprise. Ça va changer, hein, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de repreneurs formés, donc il y aura de moins en moins finalement d'occasions. Ouais, donc il y a quelques bonnes années devant nous. Il y a entre 3 et 10 ans qui vont être un Eldorado presque. C'est ça. C'est clair, mais plus tôt ce sera, mieux ce sera. Ça, c'est une certitude, mais exactement. Intéressant. Ok, Clément. Et, et toi, aujourd'hui, c'est la principale activité que tu as. Donc, c'est vraiment là, aujourd'hui, reprise d'entreprise. C'est ça. D'accord. C'est ça. Aujourd'hui, je fais plus ça pour l'argent. Hmm. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une passion qui m'anime et l'idée, c'est vraiment de créer la plus grande communauté de repreneurs d'entreprise. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre qui est numéro un sur Amazon sur la création d'entreprise, que j'ai créé une académie des repreneurs d'entreprise. J'ai également créé aussi un niveau 2, c'est un mastermind, donc ça, c'est en présentiel, Hmm. vraiment avec des membres qui sont avancés de mon niveau ou un peu moins, mais c'est des personnes qui ont déjà repris aussi. Et du coup, c'est un vrai kiff pour moi de pouvoir accompagner des personnes, de transmettre, de fédérer. Et surtout, ça me permet aussi de créer du réseau.
et de faire Mm. des associations. Il y a aussi des membres de mon académie avec qui je m'associe. Donc, ils rentrent dans mon Mm. académie. Moi, je peux investir dans leur boîte s'ils ont besoin, enfin, la boîte qui veulent reprendre. Enfin, voilà. C'est vraiment tout un écosystème qui me permet de m'éclater avec ce que je sais faire. Et c'est génial, quoi. T'amuses, quoi. Tu t'amuses. Je Ok. m'amuse. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on est dans des secteurs d'entrepreneurs, du coup, parce que je suis là-dedans et que du coup, ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs comme toi. Et donc, c'est génial. C'est génial pour le Mm. réseau. Côté réseau business. Et qu'est-ce que tu dirais alors à quelqu'un qui hésite en fait, qui se dit, je sais pas, attends, moi je suis encore salarié, ça me fait peur parce que, ah oui, il y a cette question aussi, reprendre une boîte, un immobilier, enfin, un investissement immobilier, tu as quelque chose de tangible. On a tous été locataires d'un appart, on sait ce que c'est que payer un loyer, on a des proches qui ont de l'immobilier, mais une entreprise, ça fait peur. Il y a des process, il y a de la stratégie, il y a du monde à gérer, du management. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? Bien. Déjà, la première chose, c'est que dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on ne sait pas les choses, on a peur. Mais à partir du moment où on les sait, c'est beaucoup plus clair et plus limpide. Mhm. La première chose déjà à faire, ça ne fait pas grand-chose, mais c'est d'acheter le livre et de comprendre déjà. Ça permet de comprendre les choses. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à l'immobilier, comme tu dis, qui est tangible, c'est palpable, le gros avantage du rachat d'entreprise, c'est que l'immobilier, si demain vous achetez même un bien à 100 000 euros, un petit appartement, et que le locataire ne paye pas, et vous n'avez pas l'argent pour rembourser, ça va vous coûter de l'argent. Vous risquez d'être en galère. Alors que le rachat d'entreprise, avec les stratégies que j'utilise, l'idée, c'est de ne jamais être caution. Donc, en réalité, on prend beaucoup moins de risques en reprenant l'entreprise qu'en reprenant de l'immobilier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier, je suis un investisseur également. Mais en réalité, il y a moins de risques avec la stratégie que j'utilise, en tout cas, sans être caution personnelle. Il y a moins de danger que dans l'immobilier. Et aujourd'hui, la seule crainte que les gens ont, c'est parce qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est pour ça que là-bas, c'est toujours pareil. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, je parle énormément de tout ça. Vous pouvez vous former gratuitement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez acheter le livre, c'est 19 euros. C'est 19 euros pour apprendre à connaître tout ça. Ensuite, vous pouvez entrer dans ma newsletter. Enfin voilà, en fait, je veux Partage créer quand la même plus pas grande. mal de choses. Ouais. Voilà, parce que l'idée, c'est de créer une grande communauté, mais que ce soit avec mes contenus gratuits ou payants. Celui qui veut Ouais. juste d'abord se former gratuitement, il y a beaucoup de choses. Il y a ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. Celui qui va après investir un petit peu, il a le livre à 19 euros. Et ensuite, il va aller plus loin. Voilà, il pourra rentrer en contact avec moi derrière. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est surtout ça le truc. C'est quand tu sais que 1 et 1, ça fait 2. Si on te pose la question combien ça fait 1 plus 1, bah, tu es sûr que ça fait 2. Mais si on ne te l'a jamais appris, ah, tu vas avoir peur de te tromper. Et c'est ça, en fait, la simplicité. N'oublions pas une chose, je n'ai pas mon bac. Je n'ai pas fait d'études. Et ma D'accord. qualité première, quand même, c'est de simplifier les choses. Je, je- Mhm. et en réalité, quand on se connaît trop, même ceux qu'on fait HEC, tout ça, en réalité, en fait, c'est un désavantage. C'est plutôt un inconvénient parce que quand on en sait trop, parfois, on va faire compliqué alors qu'on peut faire simple. Et moi, ma force, en réalité, c'est de ne pas avoir fait vraiment d'études et d'avoir fait tout sur le terrain. Et aujourd'hui, je simplifie les choses et j'apprends simplement les choses pour arriver en fait droit au but. Pourquoi passer par là alors que c'est juste là, on peut aller faire un pas. Donc voilà ce que je peux te dire Ouais, par tu as rapport à cette simplicité. Et on peut se dire, bon, s'il y arrivait alors qu'il n'a pas fait d'études, si j'ai fait des études, je peux y arriver aussi. Il faut juste que j'apprenne à simplifier les choses et à regarder les bons, les bonnes clés, en fait. ça. Et surtout qu'en plus, à l'époque, je n'avais pas quelqu'un qui n'avait pas lu un livre, je n'avais pas été formé, donc j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté de l'argent. Et aujourd'hui, avec mon accompagnement, en fait, ça coûte plus cher aux personnes de ne pas se former que de se former. Parce que la moindre L'accompagnement, erreur, il va éviter les erreurs, en fait. que ce soit l'accompagnement payant ou les vidéos gratuites, l'accompagnement gratuit, hein, c'est vraiment, il y a tout, mais il faut se former d'une manière ou d'une autre. Ça coûte plus cher de ne pas se former. Si on y va comme ça parce qu'on a vu de la lumière, bah, la moindre erreur, hein, mais c'est comme ça partout, hein, même en immobilier. Mais en reprise d'entreprise, on peut perdre plus quand même on s'y connaît, si on connaît rien quand même. Ouais, ouais, ça peut faire mal. Ça peut piquer vite, ça peut chiffrer vite. Ouais. Ouais.